Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma où je vais vous parler de 4 films que j'ai vus sur les 2 derniers mois. J'ai pas eu le temps de la faire plus tôt et donc je prends le temps là de la faire. Oui, il y a un film que j'ai vu, que j'ai vu, il y a récemment là, il y a peut-être bien la semaine dernière et les autres, ça remonte au mois dernier. J'avais pas eu le temps de faire cette vidéo, c'est des films que je regarde un petit peu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, où j'essaye de mettre un film dans chaque catégorie pour essayer de rendre ce challenge qui est basé à la base sur un challenge livresque, mais j'essaye du coup de le faire aussi en parallèle du challenge livresque, de le faire avec des films et donc en mettant un film dans chaque catégorie. Donc je vais vous présenter 4 films. Il y a du bon, du moyen, et du très moyen. Voilà, pas de film vraiment réel coup de cœur comme j'ai pu avoir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai bon film qui me transporte, mais ça a été quand même des films plutôt intéressants. Donc je vais commencer avec le premier. Je vais commencer avec Alien Covenant de Ridley Scott. Il s'agit donc du dernier Alien sorti. Il fait suite au précédent qui était sorti il y a quelques années, Prometheus. On a donc des liens qui vont être avec Prometheus. On retrouve la même base d'un alien, assez classique forcément, avec les aliens qui vont forcément s'attaquer aux humains. Donc dans cette espèce d'esprit un peu huis clos, où ils sont attaqués par ces bestioles et qui vont tenter de survivre. On retrouve donc une équipe d'explorateurs. On comprend que l'humanité est sur sa fin. Et on retrouve donc une équipe d'explorateurs qui part vers une planète qui ressemblerait à la Terre, qui tout semble coïncider pour pouvoir y installer la vie. Parce que donc dans leur vaisseau, ils ont des tas d'embryons cellulaires prêts à être cultivés et à être mis en place pour lancer une nouvelle civilisation humaine sur cette planète. Ils sont donc, je ne sais plus exactement, 7-8 je crois, humains sur ce vaisseau. Ils sont endormis. Ils sont plus à la base, ils sont une vingtaine. Et ils sont endormis. Et parce que le voyage est long, il y a juste au fait un droïde, un robot, un humanoïde qui contrôle le vaisseau. Donc on retrouve campé par le rôle, donc par, j'ai oublié son nom, Michael Fassbender, qui pour moi est un excellent acteur. On avait déjà pu le voir dans ce rôle de cet humanoïde dans Prometheus. Pour moi, c'est vraiment lui qui porte le film. Et il se trouve que le vaisseau va se prendre une décharge solaire qui va créer une catastrophe et plein des humains qui sont à l'intérieur, donc qui étaient endormis, vont être morts. Et l'humanoïde va devoir les réveiller prématurément et donc ils se retrouvent 7-8 à être réveillés. Et il se trouve que dans leur analyse, ils vont détecter une planète à leur proximité, beaucoup plus proche que la planète qui était prévue et qui a l'air aussi d'être propice à ce que la vie soit bonne. Enfin, tous les éléments aussi à la vie sont présents sur cette planète. Le capitaine du vaisseau va donc décider de changer de route et de faire un détour par cette planète, parce qu'en disant qu'ils peuvent gagner du temps, et si effectivement cette planète peut les accueillir, autant y aller. Donc ils vont aller sur cette planète et ils vont débarquer et ils vont partir en excursion sur cette planète afin de découvrir, et ce qu'ils vont découvrir ne va pas du tout être ce qui était attendu. Ils vont découvrir une planète sans vie. Ils trouvent ça très curieux, ils ne détectent aucune vie. Ils ont trouvé un message vocal, donc ils veulent aller voir la source de ce message. Et ils se retrouvent qu'ils vont retrouver le vaisseau qu'avait pris donc le personnage de Michael Fassbender, l'humanoïde, dans Prometheus. Et ils vont effectivement retrouver cet humanoïde de Michael Fassbender. Donc finalement, on va avoir 2 humanoïdes dans ce film, donc avec la même apparence, parce que forcément, ils étaient tous faits sur le même modèle. Et on comprend donc que ce personnage humanoïde dans Prometheus de Michael Fassbender, qui finalement était tellement poussé à la réflexion, avait réussi du coup à se retourner contre les humains. On comprend que cette rencontre avec cet humanoïde ne va pas être bénéfique aux humains, et on va finalement forcément le comprendre après. Et on va retrouver un scénario de tuerie forcément, et d'essayer de survivre à cette attaque alien menée par Michael Fassbender. A very strange enchanted boy. They said he was
vais pas en dévoiler plus sur le film, pour laisser un minimum d'intrigue. Moi, j'avoue que personnellement, voilà, bon, le film, il fait son truc. Il dure à peine 2 heures, 1h57. Il se laisse regarder. On est quand même pris dans le truc. On se doute un petit peu de comment va se passer les choses, même si la fin laisse passer quelques questions. On peut se poser quelques questions finalement sur comment dire, sur l'interprétation sur la fin finalement. On peut interpréter la fin de plusieurs façons, en fonction de si on pense que tel ou tel humanoïde, vu qu'ils sont deux et qu'il y a un échange forcément, on s'en doute qu'il va y avoir un échange entre les deux, mais finalement, on ne le montre pas à l'écran, donc on laisse supposer que peut-être il n'y a pas eu cet échange. Donc voilà, ça veut laisser ce doute, mais néanmoins, voilà, cette fin était quand même assez convenue, téléphonée. On retrouve toujours la même mécanique qu'un Alien et qu'il y a pu y avoir dans Prometheus. Je trouve que Prometheus mettait beaucoup plus de choses en avant et beaucoup plus de concepts en avant. Là, voilà, ça veut faire un lien potentiellement avec les premiers films Alien que je n'ai pas vus. Parce qu'à la base, c'était pas forcément le genre de film dans lequel j'allais, mais j'ai bien aimé Prometheus, donc j'avais envie de voir Covenant. Mais je trouve que voilà, on est vraiment sur un copier-coller limite de Prometheus en moins bien. Donc voilà, j'ai aimé Prometheus, et là j'étais un peu plus lassé sur Alien Covenant. J'ai trouvé que ça se matchait pas forcément autant. Les personnages aussi étaient un peu caricaturés, les acteurs pas forcément très charismatiques. Voilà, heureusement qu'il y a Michael Fassbender qui est un brillant acteur et qui porte le film haut la main. Voilà, c'est vraiment un acteur vraiment très très bon dans tous les films qu'il fait. Il apporte vraiment une touche, et là heureusement qu'il est dedans parce qu'il apporte vraiment une touche supplémentaire, une plus-value à ce film. Donc je vais continuer avec un deuxième film tiré d'un comics donc, de Marvel, donc Venom, avec Tom Hardy dans le rôle titre de Venom. Donc on retrouve effectivement ce personnage du symbiote ennemi à la base de Spider-Man. Donc là qu'ils ont fait, Sony a voulu faire un film basé uniquement sur ce symbiote extraterrestre, donc alias Venom, tiré donc des Marvel. On avait donc pu le voir déjà une petite apparition de ce personnage dans le Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Donc là voilà, Sony a voulu faire un film basé sur Venom parce qu'on comprend que Sony veut sans doute lancer une espèce de Avenger, voilà, film qui regrouperait plusieurs héros, enfin plusieurs là plutôt méchants finalement, parce que Venom n'est pas forcément un personnage sympathique. C'est voilà, c'est un symbiote extraterrestre qui veut quelque part envahir la planète et corrompre en fait l'humain qui prend possession du corps. Donc en fait on suit une société qui fait des recherches dans l'espace et qui donc ramène sur Terre une espèce qui ramène donc ces symbiotes, plusieurs symbiotes finalement sur Terre. Et en fait, il va se trouver que l'avocat de cette société est la copine de Tom Hardy dans ce film, donc Eddie Brock. Eddie Brock, lui, est un journaliste scandaleux qui cherche voilà les scoops, qui cherche à faire montrer les vrais visages des hommes riches, des hommes puissants. Et voilà, il va se trouver que il va aller au-delà de ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il va regarder dans les fichiers de sa copine, qui est avocate, pour découvrir finalement les choses mauvaises que font sa société. Et il va vouloir les mettre en avant dans un reportage. Et forcément, le reportage va tourner au désastre. Il va être viré de sa société de journaliste parce que du coup, il n'aurait pas dû faire ce reportage dans ce sens-là parce qu'il était censé montrer l'entreprise sous un bon jour. Sa copine va le quitter parce que du coup, elle se comprend qu'il l'a trahi en fouillant sur son ordinateur. Donc voilà, lui, il se retrouve sans plus rien, sans boulot. Voilà, il est complètement anéanti. Et ce gars est au service d'un criminel. Je ne travaille pas pour lui. Notre labo travaille pour lui. Tu seras gentil demain? Je te l'ai dit, je ferai mon boulot, c'est tout. Je suis journaliste. Je suis des gens qui n'aiment pas être suivis. Que pensez-vous des rumeurs selon lesquelles vous recrutez des personnes vulnérables pour réaliser sur elles des expériences mortelles? Me cherchez pas. Vous êtes fini, Brock. C'est une menace. là, voilà, on va se retrouver après quelques années plus tard.
On voit un petit peu la société qui fait des expériences sur ces symbiotes, qui n'hésite pas à utiliser des cobayes qui sont susceptibles d'être en accord avec ces symbiotes, mais en fait le symbiote extraterrestre n'arrive pas à rentrer en résonance avec les corps humains et à chaque fois le corps humain est mort. Et une des chercheuses de cette société commence à en avoir marre de toute cette manipulation et va donc se retourner, va donc prendre contact avec Eddie Brock pour lui donner les éléments, pour lui montrer qu'effectivement ces sociétés tuent des gens, n'hésitent pas à utiliser des cobayes et pour qu'il essaie de se racheter et qu'il essaie surtout de l'aider à faire tomber cette société. Il va donc aller fouiller grâce à cette chercheuse dans la société, dans le laboratoire, et c'est là qu'il va donc tomber en contact avec Venom, avec le symbiote, et ils vont donc rentrer en symbiose. Pour une raison qu'on ne sait pas, mais là l'union marche, et on assiste donc à une scène où voilà, donc Tom Hardy est pris en possession au fur et à mesure par cette symbiote extraterrestre qui prend possession de lui au fur et à mesure du film et qui veut forcément prendre le contrôle et aider ses congénères symbiotes à aller chercher les autres symbiotes dans l'espace. Ça, c'est la première partie du film. Après, on va comprendre une autre mécanique qui va se mettre en marche. On va comprendre que finalement Venom a un rival dans les symbiotes et finalement cette rivalité va entraîner un duel entre eux. En même temps, la société va découvrir qu'Eddie Brock a volé son symbiote et que ça a marché, qu'avec lui ça a marché. Donc cette société va mettre tout en place pour recapturer Eddie Brock, pour pouvoir l'analyser et voir pourquoi avec lui la fusion du symbiote a marché. Je ne vais pas rentrer plus dans le film, mais voilà grosso modo le film. Forcément, Eddie Brock va aussi chercher de là à reconquérir aussi forcément son ex-petite copine. Et voilà, il va tomber dans une complètement folie et une démence. Et on va avoir des scènes assez intéressantes. Mais c'est là que je vais donc enchaîner sur mon avis sur ce film. Tout n'est pas assez approfondi dans ce film. On a des scènes très intéressantes. Tom Hardy est un excellent acteur. Il y avait vraiment quelque chose de moyen de faire un très très bon film. Mais en fait, il est trop court. Je crois que c'est ça. Il dure 1h50. Mais il y a des scènes beaucoup trop courtes. Toute la mécanique en fait de la transformation en symbiote est beaucoup trop courte et pas assez travaillée, pas assez développée. Les scènes qui pourraient être intéressantes, comme la scène du restaurant où du coup il retrouve sa copine avec donc son nouveau copain et que lui il est en fièvre et voilà, il est malade, il est en train de se transformer avec cette créature. Et il a des actes de folie, il se jette dans l'aquarium, il bouffe les homards qui sont dans l'aquarium. C'est une scène juste géniale et qui apparemment serait une sorte d'initiative de Tom Hardy. Mais elle dure quoi ? Elle dure 2 secondes, on ne voit pas vraiment l'après. Il aurait fallu plus de scènes comme ça, plus d'approfondissement dans toutes les scènes. Tout est beaucoup trop rapide, tout est finalement trop manichéen aussi dans ce film. Très vite finalement cette entité Venom qui est pourtant maléfique va vite se rallier finalement à Tom Hardy pour essayer de l'aider dans... Il se prend d'affection pour les personnages d'Eddie Brock pour essayer de le faire s'en sortir. J'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça sans profondeur. Moi, j'ai trouvé le film complètement fade. Les animations du symbiote, oui, sont plutôt bonnes, mais j'ai trouvé ça... Je sais pas, j'ai même pas trouvé ça forcément même bien fait, même beau. Non, j'ai trouvé, le film... Ouais, moi, j'ai été extrêmement déçu par ce film. À côté d'un Spider-Man, on est quand même beaucoup moins en dessous quand on sait comme le potentiel qu'il y avait pour ce film. Voilà, on avait un très bon acteur en tête. Ils veulent faire un Venom 2, j'espère qu'ils vont corriger ces erreurs. On a l'impression quand même qu'ils ont fait un film en retenue, en fait. Ils sont vachement retenus sur beaucoup de scènes. Et j'ai trouvé ça dommage. Le méchant, l'acteur du méchant, j'ai trouvé sans charisme. Je trouve qu'il portait pas assez bien son rôle. Voilà, moi j'ai pas passé un film... J'ai été déçu et ça restera pas un film de super-héros. Basé sur un comics qui restera en tête. On a vraiment l'impression en fait d'un film qui se cherchait et qui savait pas comment se positionner. Si soit on faisait un film tout public, alors, au final c'est ça, il est resté tout public, mais avec quelques scènes où on aurait voulu que ça fasse un film interdit moins de 12 ans, mais sans les faire parce que du coup on faisait un film tout public. Et du coup ça restait entre l'entre-deux. Et je pense que pour un personnage comme Venom, je pense qu'il fallait passer peut-être une taille au-dessus, ou alors faire un scénario complètement différent. Mais là, ça le fait pas. Alors à voir comment ils peuvent partir sur un 2, si effectivement ils font un 2,
Il développe, voilà, parce qu'il y a une fin qui laisse l'arrivée d'un personnage, d'un autre méchant, Carnage, campé par un super acteur, donc je pense que ça peut être très très intéressant. En tout cas plus intéressant que le méchant de Venom, mais et surtout s'ils font peut-être venir Spider-Man dedans, voilà, s'ils font une espèce de crossover, ça peut peut-être redonner une dynamique au film, mais là moi je n'ai pas du tout accroché à ce Venom. Pour moi le film ils sont passés complètement à côté, ils n'ont pas réussi à le rendre vraiment prenant. Moi il m'a manqué beaucoup de choses. J'enchaîne sur un autre film beaucoup plus teenage, on va dire, basé sur un roman young adult, donc du même nom, Darkest Minds, qui est donc une saga de romans. Donc là, c'est l'adaptation du premier tome qu'on appelle Rébellion. On est quand j'ai lu à la base, je ne connaissais pas cette série de romans. Et en fait, c'est vraiment le film qui m'a fait découvrir la série et qui pourrait me donner envie de lire les romans. Quand j'ai lu le résumé, pour moi, c'était tout ce que j'aime. Même quand il me dit dans le DVD, voilà, c'est quand X-Men rencontre Divergente, c'est exactement ça. On est dans une idée où, en fait, les enfants ont commencé à développer des pouvoirs. Et ça a mis la société dans le doute. Et les gouvernements ont eu peur. Et ont voulu contrôler, en fait, cette apparition de pouvoir. Et ont donc enfermé les enfants dans des camps pour, voilà, les contrôler. Et en faisant croire qu'ils allaient trouver une solution pour les guérir, parce que pour eux c'était une maladie, il fallait les guérir. On a donc les enfants qui sont classés par plusieurs couleurs en fonction de la puissance, on va dire, de leur pouvoir. Et si on est rouge, voilà, on était directement tué parce qu'on était estimé que leur pouvoir était beaucoup trop fort, ça agit sur le mental, ils peuvent contrôler les gens, et voilà, ça faisait peur au gouvernement, donc dès qu'ils détectaient les enfants avec ce genre de pouvoir, ils les éliminaient. Il se trouve que l'héroïne qu'on va suivre est donc une rouge, donc l'un des pouvoirs les plus puissants, mais elle a le pouvoir donc de contrôler les pensées et elle va réussir à faire contrôler pour que on ne se rende pas compte qu'elle fasse croire à tout le monde que finalement elle a un petit pouvoir, qu'elle est juste bleue, le niveau le plus bas. Et elle a un pouvoir très puissant parce qu'en fait étant petite elle ne le contrôlait pas, elle avait fait effacer à ses parents en fait son existence, ses parents ne se souviennent même plus qu'elle existe. Donc depuis ce moment-là, elle se retient d'utiliser son pouvoir parce qu'elle a peur de mal l'utiliser parce qu'elle ne le contrôle pas. Donc elle va se retrouver dans ce camp plusieurs années, elle va réussir à survivre et elle va réussir à se faire libérer par une organisation secrète qui veut essayer de réunir tous ces enfants qui ont des pouvoirs pour faire une sorte de révolte parce que pour eux, ces enfants sont l'avenir, ils doivent être mis en avant et non emprisonnés ainsi. Elle va s'échapper, mais comme elle a toujours ce pouvoir où quand elle touche les gens, elle voit dans leur esprit, elle peut les manipuler, elle voit que l'un d'eux a l'air un peu louche, aurait peut-être pas forcément toujours fait les bonnes choses, donc elle a peur. Elle sait pas si elle a fait la bonne chose en les suivant. Donc elle s'échappe et elle va tomber sur un groupe de 3 enfants, donc 2 garçons et une autre petite fille. Et elle va se lier avec eux et ils vont partir ensemble pour échapper du coup forcément à toute cette guerre entre tous ces clans qui veulent finalement contrôler ou non ces enfants au pouvoir, et ils ont entendu parler d'un lieu qui accueille les enfants, un lieu de paix pour eux. Donc ils partent vers ce lieu et pour enfin trouver un havre de paix. Donc on voit cette quête à la recherche de ce lieu, et quand ils vont trouver enfin ce lieu, ils vont découvrir que finalement celui qui contrôle ce lieu est un autre rouge, le dernier autre enfant avec un pouvoir, avec de lourds pouvoirs, qui n'est autre que le fils du président. Mais qui, s'est complètement détourné du président et qui a voulu fonder un endroit pour que tous les enfants qui ont des pouvoirs puissent être libres et en bonne santé et protégés. Enfin, du moins, c'est ce qu'il veut faire paraître. Et vu qu'il a les pouvoirs, il va forcément vouloir entraîner l'héroïne à utiliser aussi son don. Mais lui va forcément aussi y trouver un certain intérêt. Là où on va, les jeunes vivent ensemble et libres. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. Surtout, tu t'arrêtes pas! Je vais pas rentrer plus dans l'histoire dans sa globalité. Forcément, il y a les relations un peu amoureuses une espèce de triangle un peu amoureux. On a les relations entre les personnages, l'utilisation de leurs pouvoirs. Il y a un aspect, par contre, que j'ai trouvé dommage, qui était... Alors, je sais pas si dans le bouquin c'est plus développé, mais qui est pas assez développé dans le film.
on est très en surface, on comprend que le ville est complètement changé parce que finalement, comme tous les enfants ont été enfermés, il n'y a plus d'enfants dans le monde, enfin, en libre circulation, on va dire. Donc finalement, tout le monde a quitté les campagnes et tous les habitants se sont concentrés dans les villes. Et on découvre donc finalement un monde un peu désolé et laissé à l'abandon finalement. Et ce côté-là est pas assez développé. Alors je sais pas si dans le livre c'est beaucoup plus développé et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé. Voilà, le film c'est un film beaucoup plus teenage, donc on a voulu plus s'adapter sur les personnages et leurs relations entre eux, plutôt que sur comment le monde était devenu. Moi j'ai trouvé que c'était quand même un plutôt bon film. Il fait son job. Voilà, c'est pas un grand film. Ça reste un film pour ados. Donc forcément il y a des thématiques pas autant approfondies, autant abordées. J'aurais aimé aussi voir peut-être beaucoup plus de pouvoir utilisé, beaucoup plus d'action finalement aussi, parce que finalement c'est un film qui n'a pas tant d'action. On joue aussi un petit peu sur les personnages et comment ils vont se comporter et qui manipule qui, parce que finalement on se rend compte qu'il y a plusieurs organisations finalement qui ont des liens avec les uns avec les autres et qui forcément veulent prendre l'ascendant sur ce nouveau monde. Donc ça, cet aspect politique était plutôt intéressant. Donc voilà, il y a des très bonnes choses. Ça me donne vraiment très envie limite de lire le bouquin parce que je pense que le bouquin doit plus approfondir justement les choses qui sont un peu laissées en retrait dans le film. Je sais pas s'ils ont prévu de faire un 2, ce qui pourrait être intéressant pour développer sans doute d'autres thématiques. En tout cas, je trouve l'histoire est bonne, l'idée est bonne, l'intrigue est bonne, la construction de l'histoire est bonne. Voilà, moi ça a manqué un petit peu forcément dans un film comme ça. Je trouve que moi j'ai besoin d'un peu plus d'action et c'était pas le cas. Mais film intéressant, qui se regarde bien, avec plaisir. Ensuite, j'ai regardé La forme de l'eau, qui lui aussi est basé d'un roman. Nouveau film de Guillermo del Toro, qu'on a pu voir sur les Hellboy, sur le Labyrinthe de Pan d'ailleurs où il avait aussi gagné des Oscars, il me semble. Et là, il a gagné l'Oscar, il a gagné 4 Oscars, mais donc celui du meilleur film. J'étais intrigué de voir ce film parce que c'est pas forcément... Voilà, on est quand même dans du fantastique, ça y a pas de doute, mais on est dans un autre genre de film, on est plus sur une sorte de Belle et la Bête revisité, ou... une sorte de petit conte un peu romance, avec à la dose fantastique. J'étais intrigué par voir ce film parce que j'aime beaucoup ce que développe Guillermo del Toro en tant que réalisateur. Il sait toujours mettre une bonne patte, il sait toujours créer un univers, il sait toujours capter le téléspectateur pour faire aimer ses films. Et vu que c'était quand même élu comme meilleur film, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. On se retrouve donc, on va peut-être dans les années 50. Et on suit une jeune femme qui est muette et qui est femme de ménage donc dans un espèce de grande base militaire laboratoire. Et il va se trouver qu'ils vont ramener donc une espèce de créature. Et donc on ne sait pas trop ce que c'est, d'où elle vient. Et elle va se lier d'amitié finalement avec cette créature. Elle va se mettre à l'aimer parce que finalement... elle a du mal avec les relations avec les humains et finalement avec cette bête c'est plus facile la communication, elle est muette et lui du coup ils peuvent pas se comprendre donc c'est tout par des gestes et finalement la communication se fait plus simple. Dans cette base militaire il y a évidemment un militaire complètement mauvais on comprend qu'en fait ce monstre est au cœur du lutte entre les Américains et les Russes. Ils veulent donc découvrir les secrets de cette créature et voir ce qu'ils peuvent en découvrir. Et il va se trouver qu'il y a un espion russe qui doit essayer de faire en sorte de kidnapper cet animal pour les Russes. Et en même temps, lui va se rendre compte que finalement aussi il s'attache, il trouve que lui c'est quand même un homme de science, l'espion, et il va recevoir des ordres des Russes, voyant qu'il va être impossible de récupérer la bête. Il vaut mieux l'éliminer pour que les Américains ne puissent pas non plus l'utiliser. Et lui étant un homme de science, il se rend compte que cet animal est capable de communiquer, que c'est quand même horrible de l'éliminer, et il va donc aider la femme de ménage à faire échapper la bête du laboratoire pour la sauver. Je ne vais pas rentrer plus dans le film pour développer plus de choses. C'est un film que moi j'ai trouvé vraiment très beau, l'univers est très bien construit. J'ai été un petit peu déçu finalement sur le début où la relation qui se met en place avec la femme de ménage et
et la créature où genre ils tombent assez vite l'un sous le charme de l'un de l'autre. J'ai trouvé ça un peu rapide, et je trouvais même ça même trop rapide. Et finalement, c'est parce que j'ai compris que finalement, après, elle va avoir un moment avec elle dans l'appartement, et finalement, c'est là en fait que vraiment leur relation se développe. Et je trouvais ça intéressant en fait. Finalement, je pensais que c'était plus dans le laboratoire, mais c'est plus après. Donc, je comprends finalement que il a fait ce petit switch un peu rapide. Mais voilà, les personnages sont très bien construits, il y a de la profondeur, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup de thématiques. On va parler de racisme, de perception de l'un et de l'autre, se rendre compte que finalement, peu importe nos différences, on est tous pareils. Et le personnage joué du militaire, alors je sais pas qui a été l'acteur. Faudrait que je regarde parce que j'ai voulu regarder puis j'ai oublié de regarder après qui était. Ça doit être Michael Shannon. Alors, faut que je regarde qu'est-ce qu'il a, ou alors Richard, je ne sais pas. Faut que je regarde ce qu'il a fait comme autre film parce que l'acteur qui joue le militaire, pour moi, c'est lui qui porte concrètement le film. Il est juste magistral. Il est mauvais, mais en même temps, on sent qu'il y a des ordres au-dessus et qu'il veut tellement être reconnu dans son milieu comme quoi c'est le meilleur, qu'il est capable de tout. Et quand ça commence à mal tourner, qu'il sent que la situation lui échappe, qu'il va pas lui arriver, qu'il voit que sa direction n'en a rien à faire, que voilà, s'il échoue, bah, il va être mis comme si c'était un loser, il pète complètement un câble. Et moi j'ai trouvé ça génial. Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je? Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe. Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça? Donc j'ai trouvé tout le film vraiment super bien construit. C'est vraiment un très très beau film. On se doute un petit peu de la fin, mais j'ai trouvé ça vraiment poétique, magique, fantastique et quelque part aussi plein de bons sentiments, avec une bonne critique sociale. Et voilà, c'est un film vraiment très bien construit et je comprends qu'il ait pu être élu meilleur film. Moi, c'est pas forcément le genre de film que je regarderais tout le temps parce que forcément ça manquait un petit peu pour moi plus d'action. Mais voilà, je peux dire qu'une chose, c'est un vrai beau film et très bien construit, très bien écrit en tout cas. Et avec des acteurs en tout cas qui ont été très bien joués, surtout le militaire que je trouve très très bon. En fait j'avais dit que j'aurais 4 films et finalement il y a 6 films. J'enchaîne avec un Disney, Jean-Christophe et Winnie. Donc à la base le film s'appelle Jean-Christophe, mais je pense que pour la sortie en France, pour bien comprendre, ils ont mis rajouter et Winnie. Donc Jean-Christophe, c'est donc le petit garçon qui petit s'amuse avec donc les animaux de la forêt bleue, des rêves bleus, la forêt des rêves bleus, donc avec Winnie, Tigrou, Porcinet, Coco Lapin, etc. Et donc là, on se passe quand il est forcément adulte, il a oublié ses amis de jeunesse, qui n'étaient pour lui finalement que des rêveries, et on comprend que ces animaux finalement, Winnie l'ourson et ses amis, à partir du moment où Jean-Christophe ne venait plus, leur vie s'est arrêtée. Et Jean-Christophe est devenu un adulte complètement... il a oublié complètement son âme d'enfant, d'amusement, il est concentré, il s'occupe que de son travail, il s'occupe quasiment pas de sa famille, sa fille, il s'en occupe pas, il veut qu'elle passe son temps à travailler, qu'elle ne s'amuse pas. Il lui lit des soirs, les livres qu'il lui lit, c'est des livres sur l'histoire, et non des livres c'est des livres d'histoire. Sur l'histoire de France, etc., ou enfin plutôt d'Angleterre, et pas des livres d'histoire ou des contes. Voilà, il ne fait pas du tout travailler son imaginaire. Et sa fille va se trouver qu'elle va découvrir une boîte qu'avait Jean-Christophe quand il était petit. Il y avait des dessins de Winnie l'ourson, de Tigrou, de Winnie l'ourson, de Coco Lapin, etc. Et le fait d'ouvrir ces papiers va redonner vie à Winnie l'ourson. Il va se réveiller dans la forêt des rêves bleus. Il va traverser l'arbre magique par lequel Jean-Christophe arrive et il va déboucher dans le parc du jardin à côté d'où habite maintenant Jean-Christophe. Jean-Christophe devait aller dans sa maison de vacances où il avait l'habitude d'être quand il allait petit avec sa famille. Il se trouve que donc son boulot
il a une mission, une grande responsabilité qui lui a été donnée, il ne peut pas y aller, donc sa famille part seule, elle est triste de ne pas partir avec lui, lui il reste seul. Et il va donc tomber sur Winnie dans le parc, et il va se croire au début qu'il est fou de tomber sur Winnie l'ourson, parce que pour lui tout ça c'était des rêves. Et donc il est obligé de partir dans sa maison de vacances sans se faire voir par sa famille, pour amener Winnie dans la forêt des rêves bleus, et qui retrouve ses amis. Voilà, je vais pas forcément aller plus dans le film sur ce qui peut se passer ensuite. Voilà, après forcément, les autres vont aussi apparaître, Tigro, Coco Lapin, et tout ça va se mettre en place forcément pour sauver Jean-Christophe et aussi changer un peu sa perception sur son nouveau mode de vie qu'il a adulte et lui redonner une âme d'enfant. Que faire en effet? Mais Winnie? Jean-Christophe! Non! L'arbre de mon enfance était dans la forêt, pas ici, à Londres. Il n'y a pas d'entrée. J'imagine qu'il est là où il doit être. Ce que tu dis est farfelu. Oh, merci. Moi, j'ai trouvé le film très bien. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bien fait. On est sur un esprit un petit peu à la Toy Story. On est quand même sur un film quand même qui est quand même basé historiquement dans la bonne époque. On est quand même dans les années 50, 60. Donc un côté très rétro. Il y a des personnages très drôles forcément. Parce que forcément quand il se balade avec Winnie qui parle, etc. Et les passants le regardent, mais qu'est-ce que c'est que cette peluche qui parle? Il se fait passer pour un ventriloque. Voilà, moi j'ai trouvé très bon. Jean-Christophe joué par Ewan McGregor. Et donc, comme je dis, très bon. Les animaux sont donc très bien faits, je trouve. Ils sont très bien dessinés. Ce côté va très bien, ils ont fait un côté rétro qui colle parfaitement à l'image du film et l'époque qui a été voulu donner dans l'univers global du film. On a donc beaucoup d'humour, beaucoup donc de bons sentiments et voilà, c'est un film qui dégage beaucoup d'amour. Petit bémol, peut-être que je ne m'imaginais pas Winnie l'ourson si débile, bêta, je vais dire ça, peut-être que voilà, c'est un petit peu peut-être la touche qui m'a peut-être un peu choqué, mais en même temps qui m'a amusé et que j'ai apprécié dans ce film. Voilà, moi j'ai trouvé un film qui est très touchant, très mignon, très adorable et très bien réalisé et très juste. Donc moi j'ai passé un très bon moment et une fois de plus Disney réussit son tour de main sur un film plutôt original. Et pour terminer, lui aussi adapté d'un roman jeunesse, une saga d'un roman jeunesse, mais que je pense qu'il est très jeunesse, je ne l'ai pas lu. Il s'agit de la prophétie de l'horloge. Voilà, on suit Lewis, qui a 10 ans, et qui va se trouver que donc, ses parents sont décédés, et donc il est envoyé chez son oncle, joué par Jack Black, qui est une fois de plus très bon dans ce film. Là, il fait des très bons films en ce moment. Je trouve Jack Black pour les ados. Je trouve que voilà, il est très bon dans Jumanji. Il était très bon dans le premier Chair de poule. Et là, on retrouve un peu dans la même veine qu'il avait un petit peu dans Chair de poule, un peu dans le même genre d'acting. Donc, il lui colle très bien. Et donc, c'est l'oncle un peu complètement farfelu qui vit dans une maison décorée en Halloween tout le temps. Il a sa voisine jouée par Cate Blanchett, que je suis pas très fan à la base de Cate Blanchett, mais là que j'ai trouvé plutôt bon dans ce rôle-là. Donc on a vraiment un duo d'acteurs qui est très bon avec Jack Black et Cate Blanchett qui jouent très bien leur rôle. Et donc il va se retrouver dans cette maison assez étrange, qu'il voit qu'il y a des choses bizarres dans cette maison, les tableaux changent, Lewis va se poser beaucoup de questions, et il va donc découvrir, par un concours de circonstances, qu'en fait son oncle est un sorcier. Et sa maison cache un terrible secret, parce qu'avant il vivait un terrible sorcier maléfique, qui a enfermé une horloge qui serait propice à provoquer la fin du monde. Donc son oncle et Cate Blanchett mettent tout en œuvre pour trouver cette pendule pour empêcher cette fin du monde. Et Lewis va donc vouloir être formé en tant que sorcier, forcément. Donc, le personnage de Jack Black, son oncle, va accepter de le former en tant qu'apprenti magicien. Et voilà, le sorcier maléfique va réussir, on ne sait pas trop comment, on le saura plus tard dans le dénouement du film, mais va réussir à manipuler Lewis pour arriver à ses fins, à revenir à la vie et à mettre tout en œuvre pour retrouver l'horloge et mettre son plan diabolique en œuvre. Moi, j'ai trouvé que c'était un
très beau film. Les décors sont magnifiques. La maison de son oncle est juste truffée de décors et tout est très bien pensé. Il y a des horloges partout. La chambre de Louis, c'est juste magnifique. Il y a les dessins qui sont faits au mur, tous les éléments qui sont mis dans la pièce. Tout est réfléchi, tout est travaillé. Il y a vraiment un travail de mise en scène magnifique sur ce film. Je le redis, Jack Black et Cate Blanchett sont très bons. Ça apporte des touches d'humour à ce film. L'histoire est plutôt bien construite. On a un beau final. Voilà, ça va vite, ça bouge. Il y a de l'action. Si vous avez aimé Jumanji, pas Jumanji, Chair de poule, le premier avec, le premier. Vous allez aimer pour moi ce film, La prophétie de l'horloge, parce que vraiment on retrouve un peu les mêmes ingrédients, des créatures de monstres. Ça se passe à l'époque d'Halloween. On est dans cet esprit sorcellerie, magie, fantômes, squelettes, lutte de pouvoir. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Les décors sont magnifiques. Il y a une histoire, il y a une construction. Il y a quand même des bons sentiments, des bonnes valeurs qui sont véhiculées au niveau familial, etc. Aussi le fait d'être le nouveau, rejeté à l'école, comment on peut aussi être manipulé par les autres enfants. Voilà, moi j'ai trouvé que tout ça était très bien construit, très bien mis. Et moi je trouve que pour un film plutôt adolescent, moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment un très très beau film familial qui peut être vu par toute une famille sans que les parents puissent s'ennuyer. J'ai bien trouvé finalement à la limite, je ne vais pas dire plus adulte, mais plus prenant qu'à la limite que je disais que Darkest Minds. Je trouve qu'il était beaucoup plus approfondi et qui est vraiment plus abouti. Donc voilà, mon petit tour de 6 films. S'il y a des films parmi ceux-là que vous avez vus ou que je vous ai donné envie de les regarder, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.